Je vais présenter l'approche de Margalit Cohen-Emerick. L'approche de Margalit, en fait, elle se décompose en 3 démarches qui sont bien sûr complémentaires. La première démarche se nomme la décentration. Alors, la décentration, c'est arriver à prendre de l'espace pour pouvoir regarder son propre cadre de référence. Moi j'appelle ça la diffusion, c'est-à-dire se diffusionner de soi-même pour pouvoir mieux se regarder ses valeurs, son cadre de référence, qu'est-ce qui est important pour soi, et le conscientiser, ça c'est important, pour éviter de le projeter sur l'autre, dans la rencontre avec l'autre. C'est ce qu'on fait souvent d'ailleurs, c'est-à-dire que quand on rencontre l'autre et qu'on l'observe, et qu'on analyse ses comportements, souvent on les interprète en fonction de soi. Donc la décentration, c'est le premier pas pour se dire qu'est-ce qui m'appartient en fait, et pour pouvoir le distinguer de ce qui appartient à l'autre. C'est une démarche qui n'est pas facile, qui demande beaucoup de vigilance et de travail sur soi. Après ça dépend dans quelle position on est, si on est un formateur, si on est une personne, un professionnel. La deuxième démarche, logiquement, c'est aller dans le cadre de référence de l'autre, essayer de le regarder de l'intérieur. Et moi, ce que je dis souvent, c'est attention, on ne demande pas à la personne qui fait cette démarche de renoncer à son cadre de référence ou de s'immerger dans celui de l'autre en oubliant soi-même. On y va en essayant effectivement de distinguer quelles sont les valeurs de l'autre, son cadre de référence, ce qui lui appartient en fait, pour arriver effectivement à diffusionner entre soi et l'autre. Cette démarche non plus n'est pas facile, parce qu'on a toujours tendance à regarder l'autre au travers de soi, donc voilà. Ça demande des connaissances aussi pour pouvoir essayer de ne pas, en même temps, de ne pas réduire l'autre au peu de connaissances qu'on a sur l'autre. Parce que c'est ça aussi, le gros danger de cette deuxième phase, c'est quand on apprend un petit quelque chose, une connaissance sur l'autre, ce qui est bien, c'est nécessaire. Mais après, on peut avoir tendance à généraliser cette connaissance que l'on a. Donc toujours se dire que l'humain, par exemple, un Français n'est pas égal à un autre Français, un Italien n'est pas égal à un autre Italien, même si on a des choses en commun. Donc c'est toujours un travail de réajustement entre connaissance et puis approche de l'autre. C'est ça, aller dans le cadre de référence de l'autre. Et puis, ce que dit aussi Margalit Cohen-Emerick, c'est apprendre à contextualiser. C'est très important la question du contexte, parce que ce que moi, en tout cas, j'ai observé, c'est qu'en France, on a beaucoup de mal à contextualiser les personnes, c'est-à-dire qu'on les prend hors contexte. Par exemple, quand je fais des formations avec les professionnels, je leur dis toujours, vous identifiez les personnes que vous recevez comme si elles étaient nées le jour où elles ont mis le pied en France. C'est-à-dire complètement oublier leur contexte précédent, déjà comment elles étaient dans leur pays d'origine, le voyage qu'elles ont fait. C'est important. Et c'est ça effectivement qu'on fait dans la deuxième démarche. La troisième démarche que Margalit Cohen-Emerick a identifié, c'est ce qu'elle a appelé, elle, négociation-médiation. Alors, c'est 2 choses qui ne sont pas exactement identiques, mais on va dire de façon globale, c'est je tire expérience de ce que j'ai pu observer chez moi, je tire expérience de ce que j'ai pu observer chez l'autre et on voit comment on arrive à travailler ensemble, quelle passerelle on met entre le cadre de référence de l'un et le cadre de la référence de l'autre. Bien sûr, ça dépend des contextes. Il y a des contextes plus faciles que d'autres. Il est évident que quand je travaille avec des professionnels, moi je leur dis la chose suivante. Je leur dis, dans cette démarche-là, dans cette phase-là de la démarche, le professionnel a un pas supplémentaire à accomplir. C'est-à-dire que lui, il est conscient de tout ça, enfin il conscientise en tout cas, dans le travail qu'on peut faire. Et donc lui, il doit aider son public à faire ce pas aussi. C'est-à-dire à accepter le cadre de référence aussi du pays dans lequel il est, ce qui n'est pas toujours simple. Parce que j'ai une petite formule aussi, je suis très friande des formules. J'ai une petite formule.
que je dis souvent, c'est l'être humain a un espèce de fantasme d'universalité de sa culture. Comme si il sait que les gens sont différents, mais c'est un savoir théorique. Sauf que quiconque rencontre un autre différent a toujours un fantasme que cette différence, en fait, elle n'est pas si importante que ça. Et que, effectivement, quelqu'un qui vient dans un pays, il n'a pas conscience de la grosse différence qu'il peut y avoir par rapport à son cadre de référence et sa vie qu'il a laissée chez lui. Et celui qui reçoit l'autre dans son propre pays, il n'a pas toujours la conscience, et pas souvent, que la différence peut être importante. Elle peut être petite, mais elle peut être importante. Donc ce fantasme d'universalité de la culture, c'est effectivement une barrière à cette rencontre. Et donc ce pas l'un vers l'autre, il est très très important. Donc ça prend des phases, un aspect différent dans la négociation et un autre aspect dans la médiation. Voilà, ça c'est les trois phases que Margalite a construit, a élaboré. Maintenant, je vais reprendre les outils pour chacune des phases. Alors, pour la première phase, décentration, donc c'est un outil qu'elle a appelé la méthode des chocs culturels. Alors, qu'est-ce que c'est un choc culturel? Alors déjà, un choc culturel, c'est un sentiment vécu pour celui qui le vit. C'est pas théorisé, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de soi dans la rencontre avec la différence. Alors ça peut être un choc, on va dire que il peut être positif, il peut être négatif. Les chocs positifs sont moins repérés que les chocs négatifs. Alors, je vais parler tout de suite des chocs positifs, comme ça sera fait. J'ai déjà étudié des situations de choc culturel positifs. Ah oui, il fait ça dans sa culture, c'est formidable. J'étais complètement étonnée et même submergée de joie et de bonheur quand j'ai rencontré cette culture. C'est pas souvent, mais ça peut arriver. Le choc négatif, eh bien, a plusieurs, bien sûr, il y a plusieurs phases, plusieurs, niveaux. Voilà, je peux être juste dérangée ou interrogée, questionnée. Il fait ça, je me pose la question, je comprends pas. Puis ça en reste là. Et puis, il y a une autre étape où je peux être déstabilisée, je peux être énervée, je peux être très en colère. Et ça peut complètement me bloquer. Et là, on peut passer à ce qu'elle a appelé la menace identitaire, qu'elle a travaillé par ailleurs, Margalite Cohen et moi. Donc, il y a toutes les phases des émotions ressenties. C'est ça, le choc culturel. Alors, le choc culturel, on le ressent dans plusieurs situations. Il y a la situation de celui qui part dans un pays qu'il ne connaît pas. Je peux donner un exemple. Je suis partie en Égypte un certain temps. Et là, j'ai rencontré des Français qui étaient toujours en colère. Tout ce qu'ils voyaient, tout ce qu'ils observaient, ils étaient en colère. Donc, ils ressentaient un gros choc culturel. Et moi, je leur ai dit, rentrez chez vous. Vous souffrez. C'est pas la peine de continuer. Vous n'êtes pas capable. En fait, ils n'étaient pas capables d'accepter la différence et la culture de l'autre. Et tout, mais en rien, les mettait en colère. Donc, c'était vraiment une souffrance. J'ai dit, rentrez, prenez un autre billet, rentrez chez vous. Voilà. Ça peut être... C'est aussi le cas de gens qui partent en expatriation. Ça peut être effectivement le cas de tous les gens qui rencontrent une société différente de la leur, avec des façons de fonctionner, des valeurs, et puis même au quotidien, des choses qui sont différentes, peuvent ressentir ce choc culturel. La méthode des chocs culturels permet d'aider des gens, souvent des professionnels, à se décentrer. Et dans la méthode des chocs culturels, il y a aussi quand même aller dans le cadre de référence de l'autre. On peut aller jusqu'à la négociation-médiation, mais pour ça, il faut avoir une temporalité de formation assez importante. Voilà. Et donc, l'outil qui a été élaboré par Margalite Cohen et moi, à partir de travaux aussi d'auteurs canadiens, parce qu'elle a beaucoup travaillé avec des auteurs canadiens. Donc, elle a élaboré une grille qui permet de décoder des situations de choc culturel ramenées par des professionnels, par exemple en formation, et qui effectivement passe par ces étapes décentration et aller dans le cadre de référence de l'autre. Et ça permet, dans un espèce de processus de prise de conscience, de prendre conscience effectivement que mon cadre de référence n'est pas celui de l'autre, d'arriver à défusionner les deux, et puis de se rendre compte qu'on est constamment en train d'interpréter le cadre de référence de l'autre. Cette méthode, pour ça, elle est extraordinaire. Voilà pour la décentration.
et la méthode des choix culturels. Pour ce qui est de la deuxième démarche, elle est dans le cadre de référence de l'autre. Alors Margalite, elle, a travaillé avec l'outil, un outil simple qui peut-être maintenant est un petit, par contre, qui peut être amélioré. On a pu le voir dans d'autres cadres où on peut améliorer cet outil ou utiliser d'autres outils. En tout cas, elle a travaillé avec le fait de faire identifier aux personnes qui étaient en formation par des grilles le cadre de référence de l'autre. Alors, c'était des grilles très simples. Elle faisait des groupes différents. Donc, premier groupe, on travaille sur le cadre de référence des personnes dans leur pays d'origine et on identifie tout ce qui peut être important à identifier dans ces grilles. Après, la deuxième grille, c'était une grille d'identification des éléments de, comment elle appelait ça, d'intégration. On met le mot intégration entre guillemets parce qu'il a beaucoup de sens différents, et en intégrant le voyage aussi. C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé pendant le voyage qui peut avoir des éléments dans la vie de la personne qui arrive ici. Puis le troisième groupe travaillait sur les différences à l'époque entre migrants économiques et migrants réfugiés, on va dire aujourd'hui. À l'époque c'était migrants politiques, mais maintenant on dit réfugiés. Voilà, ça, c'était sa méthode. Et puis après, voilà, travailler en groupe. Et puis, ça permettait de travailler à fond sur quels sont les éléments qui sont importants pour comprendre le cadre de référence de l'autre. Toujours avec cette idée que j'ai une connaissance, mais il faut toujours que je la relativise, mais je la réajuste en fonction du cadre de référence de l'autre, celui que j'ai en face de moi, et dans le contexte qui est le sien. Donc, contextualiser toujours. Voilà. Et le troisième outil pour la médiation-négociation, c'était plutôt un outil en direction de la négociation, plus que la médiation. Elle travaillait avec un outil où elle amenait une situation de rencontre entre deux groupes différents, et on filmait cette rencontre avec l'objectif final que les deux groupes arrivent à négocier. Mais l'objet de la négociation, c'était elle qui l'avait amené avec son outil, qui s'appelle Minoria Majoria. Et on filmait jusqu'à que la négociation ait pu se faire ou pas. Et après, on retravaillait sur le film, etc. etc., etc. Là, c'est pareil, aujourd'hui, il y a d'autres outils qui peuvent être mis en place. Et ça, c'était son outil